Julie, en avril 2009, vous allez participer à la mission STS-127 de la navette spatiale Endeavour avec les 5 autres membres de l'équipage. Vous compléterez l'installation du laboratoire Kibo de la Station spatiale internationale. Dans la mission, vous serez aux commandes des appareils robotisés assistant les astronautes durant les sorties spatiales. Est-ce que vous êtes déçu de ne pas sortir dans l'espace? Non, au contraire, j'ai l'opportunité de manipuler mes collègues au bout des bras. On en a 2 présentement dans l'espace, celui de la navette et celui qui est installé sur la station spatiale Canadarm2. Le bras, il est canadien? Les deux le sont. Mais lorsque je serai là-haut, il y aura une petite main agile aussi qu'on appelle dextre, qui est aussi canadienne. Et enfin, un bras japonais, et je vais manipuler mes collègues qui seront placés au bout pour les positionner. Ce qui me fascine en vous voyant, c'est que vous devez avoir une résistance incroyable pour faire ça. Et ce qui me frappe, c'est que vous êtes assez menu. Et ça donne une résistance physique impressionnante. Où trouvez-vous cette énergie alors que vous avez l'air d'un mannequin? Faut vous dire ça encore? Vous avez la taille mannequin? Non, mais vous savez, dans les endroits clos et petits, être pas trop gros, ça a ses avantages. Et c'est le rêve de votre adolescence? J'ai grandi ici à Montréal voulant devenir astronaute, à un moment où il n'y avait pas beaucoup d'astronautes canadiens. J'imagine. Est-ce que vous voulez aller prendre une marche dans l'espace avec ou... Moi, je suis absolument fasciné. Fasciné parce que moi, je suis la génération on a marché sur la Lune, Verger de Tintin, et maintenant, ça y est, maintenant, on y est depuis déjà longtemps, mais ça me fascine quand même. Elle a été choisie par l'Agence spatiale canadienne parmi 5330 candidats. J'imagine. Quand on est dans l'espace, est-ce que c'est vrai qu'on peut voir la pollution d'en haut? Oui. Et d'abord, on voit la beauté. Ça, il faut le dire. C'est absolument fantastique, extraordinaire d'avoir la planète de haut. C'est comme une bille de marbre sur un fond d'infini, parce que souvent, c'est le fond de l'espace. Et c'est magnifique. C'est notre terre, c'est notre monde, c'est là où on vit. C'est le seul endroit d'ailleurs où on peut vivre. Vous apercevez le Canada, le Québec? Non, on ne peut pas le manquer. C'est gros, le Canada. Et alors? Mais ça prend 9 minutes en navette spatiale pour traverser le Canada d'est en ouest, ou d'ouest en est dans le cas de la navette, puisque nous voguons à 28 000 km/h. C'est 28 fois la vitesse du son. Mais on peut voir aussi plein de détails. Et on peut voir, par exemple, des nappes de pétrole dans le golfe d'Oman. Ah, oui. Moi, j'ai tout vu, mais je suis jamais allée nulle part. Alors, je vous parle d'endroits où j'ai jamais mis les pieds. Mais on voit les nappes de pétrole, parce qu'elles ont des textures, des couleurs différentes. Alors, on les voit très bien de 350 km, on prend nos jumelles. On va voir aussi les couches de smog, parce qu'elles sont très différentes des couches nuageuses et puis de l'air normal. On peut voir aussi la déforestation, les changements climatiques à grande échelle. Vous êtes ingénieure, chanteuse, musicienne, philosophe, artiste, vous parlez 6 langues. Vous avez appris à piloter des avions de chasse avec l'armée canadienne, vous sautez en parachute, faites de la plongée, vous avez longtemps rêvé de Jeux olympiques. Votre discipline préférée, c'est le triathlon. Êtes-vous un robot? Vous demanderez à mes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont partir à rire. Non, mais à la maison, vous pourriez être un robot culinaire. Ça, ils aimeraient bien. Mais est-ce qu'ils vous voient comme une héroïne? Pas du tout. Pas du tout? Au contraire, les enfants, en fait, je connais pas très bien le milieu artistique. J'en ai 3. Mais avec 3 femmes différentes. Mais ça, c'est privé quand même. Hein? Vos enfants, peut-être que pour eux, les comédiens, des gens qui vont à la télévision, c'est normal. Dans mon milieu, les enfants, un astronaute, un pilote, tout le monde est astronaute et pilote. C'est pas intéressant du tout. Amenez-leur un joueur de hockey ou un rockstar. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Dites-moi, comme vous êtes musicienne, vous emportez de la musique là-haut? Ah oui, absolument. Quel bonheur. Qu'est-ce que vous écoutez? J'avais apporté beaucoup de CD que j'avais demandé à des artistes à travers le pays de me prêter, et j'avais apporté cette musique-là pour leur remettre par la suite. Il y avait Céline Dion, Il y avait Céline Dion, le il y Cirque du avait Soleil. le Cirque du Soleil, l'Orchestre symphonique de Montréal, Bryan Adams, Bare Naked Ladies. On a des disques d'artistes canadiens à vous offrir. Jacques Villeneuve, Normand Lamour et Steph Cars. Bon vol.
Vous allez avoir hâte d'en revenir. Non, je vais les laisser dans le module Columbus pour mes collègues européens. Non, laissez-les dans l'espace pour que les autres civilisations puissent entendre ça. Voilà. Est-ce que vous croyez à une vie extraterrestre, vous? Tiens, donc, on la pose jamais, cette question-là. Non, mais ça m'intéresse de savoir. Moi, je suis une grande amatrice de statistiques et de probabilités. Vous êtes cartésienne. Si on regarde les statistiques, aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a 500 ans, on le sait, on fait partie d'un univers énorme. Énorme. On n'est même pas un grain de sable dans cet univers. Il y a plusieurs centaines de milliards de planètes et de systèmes solaires et de galaxies. Alors, il est un peu présomptueux, nous, sur la 3e planète d'un petit système solaire de grosseur moyenne, que nous croyons que nous soyons seuls. Cependant, il est aussi également présomptueux que s'il y a des gens ou d'autres formes de vie ailleurs qui viennent nous visiter, nous, puis qu'il y a 2 gars dans une forêt qui les voient, puis personne d'autre. On n'a pas de preuves. Pas de preuves, mais il y en a probablement. En février 2003, 7 astronautes sont morts dans la déflagration de la navette Columbia. 3 d'entre eux étaient des camarades de votre classe. Vous avez accompagné dans le deuil la famille d'un astronaute mort dans la désintégration de cette navette-là. Quel était votre rôle auprès de la famille? Les équipages, lorsqu'ils partent dans l'espace, nomment des astronautes qui vont s'occuper de leurs familles proches et de leurs parents, leurs oncles et tantes et tout. Et j'avais été nommée par cet équipage pour un de ces rôles. Donc, vous avez joué le même rôle qu'un policier qui va annoncer à une personne que quelqu'un de la famille est décédé? Non, parce que la famille était Ça s'est au passé en centre en direct, Floride et puis lorsque la navette ne s'est pas présentée, il était clair qu'il n'arriverait pas parce que la navette, lorsqu'elle revient sur Terre, plane. On n'utilise plus aucun moteur et en fait, on décélère parce qu'à la vitesse où on rentre dans l'atmosphère, c'est tellement rapide, on passe notre temps à décélérer, ça nous prend la moitié de la Terre d'ailleurs pour ralentir suffisamment pour atterrir sur une piste d'atterrissage. Et pendant cette décélération, on ne peut plus changer d'endroit d'atterrissage. Au moment où on rentre dans l'atmosphère, la piste est choisie, on ne peut pas changer de piste. Alors, si la navette ne se pointe pas à l'heure prévue, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose là, les familles l'ont su immédiatement. Est-ce que les astronautes sont formés pour donner cette aide psychologique-là? On n'est jamais formé pour perdre ses collègues aussi proches. J'aurais jamais pensé dans ma vie que j'aurais perdu des gens aussi proches, des amis. Tout d'un coup comme ça, en pleine télé, et que j'allais le revoir des milliers de fois par la suite, ainsi que leurs enfants. Je dirais que pour les enfants, c'est le battage médiatique qui a eu lieu après ça est presque insupportable. Auriez-vous peur de monter dans la prochaine navette? Je serai dans la prochaine navette. Et vous n'avez aucune crainte? Et mes collègues l'auraient été aussi. Ouais. J'imagine qu'on me demandait à des gens qui s'en vont explorer ailleurs, que ce soit en Arctique ou à travers l'océan, où il y a 500 ans, demander aux coéquipiers de Christophe Colomb, « Hey, vous en allez là sur l'océan, mais vous savez pas qu'est-ce que vous allez avoir. Peut-être que la Terre est plate. Y allez-vous? » C'est cette curiosité humaine. L'explorateur va y aller. Avec plaisir. En espérant que tout va bien se passer. Comme ce soir, vous êtes venu en navette, je pense, hein? Je vous ai vu passer tantôt sur le stationnement de Radio-Canada. Non, c'était la navette PBA. OK. Julie, c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui est déjà allé dans l'espace. Entrevue à bord d'un Apollo. Qu'est-ce qui est le plus difficile, le décollage ou l'atterrissage? Pour monter, il y a des pressions d'accélération importantes sur le corps. C'est pas agréable, ça secoue. Combien de jets? Seulement 3, mais 3 soutenus pendant quelques minutes, avec un scaphandre déjà qui pèse pas loin de 100 livres. Alors, moi, avec mon 59 kilos, ça me donne à peu près le double de mon poids. Alors, c'est un petit peu plus long, mais il y a beaucoup de secousses aussi. Pour la réentrée dans l'atmosphère, en fait, on est engouffré dans une boule de feu, surtout dans la haute atmosphère, pendant environ 10 minutes. Mais il n'y a rien qui se passe dans la cabine, c'est tout à fait normal, la pression est normale, la température est normale. Pour les manœuvres de l'équipage, par contre, le retour est beaucoup plus complexe. Est-ce qu'il y a des hôtesses de l'air qui vous servent des cafés? Est-ce que c'est vrai que la figure nous déforme? Et si oui, pouvez-vous nous en faire une démonstration? Vous savez, James Bond dans sa centrifugeuse, là? Oui, puis ça fait pas ça. Désolée. Est-ce qu'un facelift résisterait à cette force G-là, par exemple? Vous êtes- Parce que Johnny a l'idée pour y aller, par exemple.
Pour se déformer la figure, il faudrait du vent, il faudrait une matière qui pousse dans une petite cabine où ce sont des forces d'accélération complètement différentes et ça ne touche à rien. Quelle est la partie du corps qui souffre le plus quand on fait ce que vous faites? Dans l'espace, les os. Les os. Nous subissons une ostéoporose presque immédiate. Il n'y a pas de gravité et sans que vous le sachiez, le fait que la gravité pousse sur les os et on ne comprend pas d'ailleurs ce phénomène exactement, on va l'étudier dans la Station spatiale internationale. Les os ne produisent pas autant de calcium, mais nos os se décalcifient. Alors, ils nous font faire ce qu'ils appellent des bone scans, Des scans de avant bone de en français. partir. Voilà. Scan de bon. Voilà, Ici, c'est scan de bone. Scan de bon. Avant de partir, en revenant, et tous les ans jusqu'à la fin de nos jours, Ah oui. pour voir si ça va continuer à se dégrader à notre vieillesse. Vous êtes vraiment des cobayes. Hein? Ah oui, ça c'est clair. Est-ce que ça sent quelque chose, l'espace? Oui. Alors, sur mon premier vol, j'étais celle qui mettait les astronautes dans le SAS. Et une fois qu'ils sont revenus après 7 heures, le SAS a été exposé au vide de l'espace pendant 7 heures. Alors, mes 2 astronautes rentrent, ferment les coutilles externes, repressurisent le SAS. Moi, j'ouvre la porte qui rentre dans la navette. Et là, il y avait une odeur. Puis un des astronautes expérimentés qui était avec moi, il dit ça sent l'espace. Je dis, ah oui. Et c'est comme froid, un peu aseptisé, puis un peu comme métallique, calcaire. C'est difficile à exprimer, mais c'était comme si... En fait, ce que c'est qu'il n'y a plus rien. Et comme le vide de l'espace, il n'y a plus une bactérie, il n'y a plus un microbe, il n'y a plus une particule, il n'y a rien. Ça a été complètement ionisé par le vide. Ça sent rien, finalement. Ça va être ça que ça sent rien. Comment on fait pour dormir en position verticale? Très bien. C'est absolument pas important la position qu'on a dans l'espace parce que la raison pour laquelle on n'est pas bien en gravité, la tête en bas, c'est parce que le sang monte au cerveau, les yeux veulent exploser. Sans l'effet gravitationnel, on peut être à l'envers tout le long de la mission. Il n'y a aucun effet. Pour dormir, j'ai toujours dormi avec un lit qui me touchait, un matelas qui me touchait. Puis là, du jour au lendemain, il n'y a rien qui me touche. Rien. Mon sac de couchage. Alors, j'ai trouvé que me mettre dans un coin d'un module, puis sentir un peu de mur ici, un peu de mur là, comme un bébé. Est-ce que les rêves sont différents dans l'espace quand on rêve? Moi, je m'en rends pas trop compte, Et quand j'y vous pense pas trop. Et quand vous descendez sur Terre, vous rêvez pas d'espace? On a hâte d'y retourner. Il y a des images qui reviennent pendant le sommeil? Non. C'est un robot, Michel, elle ne rêve pas. C'est vrai que ça nous fait rêver ce qu'on vient d'entendre quand même. Hein? Oui, Moi, je vais bien dormir. Là. mais c'est drôle parce qu'on vient de rencontrer une astronaute terre à terre. Bravo, Guy! Guy, il est formidable. C'est l'animateur. Est-ce que je peux me permettre d'inviter Juliette quand elle va rentrer, si elle vient à Paris, vous acceptez de venir me raconter la suite sur mon Vous allez me plateau? donner des beaux disques? Je vous donnerai ce que vous voulez. Je suis tellement fasciné par ce qu'on a entendu que j'aimerais que vous veniez nous voir. Ça peut peut-être vous servir dans l'espace. Attention, cette carte est déshydratée. Dans l'espace, vous n'aurez qu'à la plonger dans l'eau bouillante et elle se transformera instantanément en poutine italienne. Ça va vous Je rappeler. devrais chanter la poutine la prochaine fois. Ça serait une première. Ouais, dans le Donc, plafond. Julie, est-ce que vous acceptez l'offre de Michel? Aller à son émission en France? Ah, je serais très honoré. Pourquoi pas? Et C'est est-ce un beau que- pays, la France. Et est-ce que vous acceptez notre offre de rester avec nous? Pour un peu, oui. Merci beaucoup, Julie.